Bienvenue dans Ligne de front sur notre chaîne C'est entre nous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une scène assez surréaliste en fait. Imaginez un peu le tableau. Le président de la première puissance mondiale est au pupitre. Il prononce le discours sur l'état de l'Union le plus long de toute l'histoire américaine. Ouais, 1h47, c'est un marathon. C'est ça, un vrai marathon. Et devant les caméras du monde entier, il proclame que l'économie est, je cite, à son âge d'or. Sauf que, quand on regarde de plus près, le tableau est loin d'être idyllique. Au premier rang, il y a 5 des 9 juges de la Cour suprême qui manquent à l'appel. Dans l'hémicycle, il y a un élu qui brandit une pancarte choquante. Et on parle même pas des crises en coulisses. Exactement. Donc aujourd'hui, on plonge dans une montagne de sources, des articles, des retranscriptions de débats d'experts, pour vraiment séparer la mise en scène éclatante de la réalité complexe sur le terrain. Mais, juste avant d'aller plus loin, il est indispensable de faire une pause pour une précision fondamentale. C'est essentiel, ouais, vu la nature des documents qu'on examine aujourd'hui. Absolument. Les sources que nous allons analyser contiennent des éléments politiquement très sensibles, très chargés, qui impliquent à la fois la gauche et la droite. Il faut que ce soit limpide pour quiconque nous écoute. Cette émission ne prend aucun parti. Aucun. On ne soutient ni n'endossons aucun des points de vue exposés. Notre seul et unique but, c'est de rapporter de manière totalement impartiale les faits et les idées telles qu'ils sont documentés dans le matériel source originel. Voilà, c'est dit. Et c'est important de garder ça à l'esprit pendant toute notre analyse. Tout à fait. Bon, on va décortiquer tout ça. Parce que ce discours, selon les observateurs présents, ça relevait presque de la superproduction hollywoodienne. Ah bah, les sources décrivent une atmosphère qui dépasse complètement le cadre institutionnel classique, hein. La scénographie était vraiment pensée pour la télévision. C'est clair, on parle quand même d'une parade d'anciens hockeyeurs médaillés olympiques, invités pour l'occasion, avec des ovations debout millimétrées de la part de la majorité, et au centre de tout ça, ce fameux slogan répété en boucle, le retour à l'âge d'or de l'Amérique. Mhm. Depuis le pupitre, les chiffres lancés semblaient parfaits. Une promesse d'inflation qui chuterait à 1,7% et un prix de l'essence annoncé à moins de 60 centimes le litre. Ce qui est très bas pour le marché actuel. Et du coup, quand on confronte cette rhétorique avec les données de nos sources, j'ai l'impression qu'il y a un biais énorme. Est-ce que cette rhétorique macroéconomique, c'est pas un peu comme genre vanter la puissance du moteur d'une voiture alors que les passagers ne peuvent plus payer le péage? C'est une super analogie. C'est exactement l'illusion d'optique que créent ces moyennes globales. Si on décortique les 2,2% de croissance prévus pour 2025, chiffre qui marque d'ailleurs un ralentissement par rapport aux 2,8% de 2024, on s'aperçoit que c'est tiré artificiellement vers le haut. Par qui, du coup? Principalement par l'intelligence artificielle et les géants de la tech. Ces secteurs génèrent des milliards, ce qui gonfle le produit intérieur brut national de façon impressionnante. Ouais, mais bon, le citoyen moyen travaille pas dans le développement d'algorithmes de pointe. Bah non, loin de là. Et c'est là que le bas blesse. L'inflation réelle, celle qui s'applique vraiment au panier de courses quotidien, elle stagne de manière assez tenace autour de 2,4%. Ce qui est bien au-dessus des 1,7% annoncés. Exactement. Et quand les instituts de sondage cités dans nos sources interrogent les foyers, leur obsession, c'est pas du tout le cours des actions de la Silicon Valley, hein. C'est l'augmentation des dépenses incompressibles. Les factures de la fin du mois, quoi. Voilà. Le coût de l'assurance santé qui explose, le prix de la nourriture, et surtout, le marché du logement qui devient totalement inaccessible. C'est ce décalage quotidien qui explique pourquoi près de 60% des Américains désapprouvent la politique économique actuelle. 60%, c'est énorme. C'est massif. Et ça, peu importe le nombre de fois où on répète l'expression « âge d'or » au micro. Et ce vernis économique, il semble cacher une fracture institutionnelle encore plus profonde. J'évoquais dans l'introduction ces fameuses chaises vides au premier rang. Ah oui, le boycott de la Cour suprême. Le fait que 5 des 9 juges aient boycotté l'événement, c'est visuellement très frappant. Surtout quand on sait que quelques jours plus tôt, le président les a publiquement qualifiés d'idiots et de caniches de la gauche radicale influencée par la Chine. Des mots très forts pour s'adresser à la plus haute juridiction. Bah oui, mais ce qui m'échappe dans les sources, c'est vraiment le déclencheur. On parle d'une décision sur des droits de douane qui créerait un trou de 133 milliards de dollars. Comment on en arrive là? Quel est le mécanisme juridique, en fait? Alors, pour comprendre, il faut remonter à l'utilisation même du pouvoir exécutif. L'administration avait imposé unilatéralement des droits de douane très lourds sur des milliers de produits importés, juste en s'appuyant sur des décrets présidentiels. Sans passer par le Congrès. C'est ça. Le but affiché, c'était de forcer la relocalisation industrielle. Mais le problème,
c'est que la Cour suprême vient de statuer que l'exécutif a outrepassé ses prérogatives. Ah, parce que c'est au Congrès de gérer ça normalement. La Constitution réserve au Congrès le pouvoir de réguler le commerce extérieur. Donc la Cour a dit que ces taxes ont été perçues illégalement. Waouh! Donc le gouvernement doit rembourser? C'est la conséquence directe. Le gouvernement fédéral a maintenant l'obligation légale de rembourser toutes ces entreprises importatrices qui ont payé des surtaxes pendant des années. Et c'est de là que sortent ces 133 milliards. C'est un désastre budgétaire absolu. Un désastre budgétaire et un revers politique majeur, ça explique la virulence des attaques contre les juges. Mais attendez, insulter la plus haute juridiction du pays, alors qu'elle doit encore statuer sur des dossiers fondamentaux d'ici la fin du mandat, c'est suicidaire, non? À première vue, on pourrait se dire ça, mais les analystes politiques, dans nos sources, soulignent une stratégie à plus long terme. L'administration a des chantiers juridiques immenses en cours. Le plus emblématique, c'est la volonté d'abolir le droit du sol garanti par le 14e amendement. Pour empêcher les enfants d'immigrés d'obtenir la nationalité à la naissance? Exactement. Et modifier l'interprétation d'un amendement constitutionnel, c'est une bataille titanique. En attaquant préventivement la Cour, en la dépeignant comme une institution corrompue et manipulée, l'exécutif prépare le terrain auprès de sa base. Ah, je vois, si la Cour valide la fin du droit du sol, c'est une victoire. Et si elle s'y oppose, le discours est déjà prêt. C'est ça. Le narratif devient « le système est truqué, c'est la faute de l'État profond ». C'est une stratégie de délégitimation très calculée. C'est fascinant et inquiétant. Et d'ailleurs, cette tension institutionnelle, elle s'est matérialisée physiquement dans la salle autour du sujet de l'immigration. Il y a ce moment, décrit dans les retranscriptions, où le président demande à l'Assemblée de se lever pour applaudir sa politique migratoire. Le fameux clivage visuel. Voilà. D'un côté, la majorité se lève d'un bloc, de l'autre, les démocrates restent assis, bras croisés. Et là, l'incident éclate. L'élu démocrate afro-américain Al Green se lève avec une pancarte. Et pas n'importe laquelle. Non, il brandit une pancarte où il est écrit « Les Noirs ne sont pas les singes ». Il finit par se faire expulser de la salle. Sorti de son contexte, ça paraît totalement surréaliste. Mais les sources précisent que c'était pas du tout un acte gratuit. Non, c'était une réponse très directe. Le président avait partagé sur son réseau, Truth Social, un montage vidéo où les visages de Barack et Michelle Obama avaient été collés sur des corps de primates. Ce qui montre bien le niveau de tension actuel. Mais bon, au-delà de ces incidents médiatiques, les sources documentent aussi l'impact humain réel de cette politique. Et là, on a l'histoire de Julien Pereira. Ouais, un cas très symptomatique. C'est un étudiant français de 26 ans. Il vit aux États-Unis, il travaille dans un club de tennis. Son visa expire, il n'est pas renouvelé. Du coup, il décide de faire les choses dans les règles et de quitter le pays par la frontière canadienne. Mais il se fait arrêter à la frontière. C'est ça. Au lieu de le laisser partir, on l'arrête. Il est envoyé en centre de détention de l'AS pour 1 mois entier et les conditions décrites dans les sources sont glaçantes. 80 personnes entassées par unité, des lumières allumées en permanence, du lait périmé à boire. Il perd 7 kilos avant d'être expulsé avec un bannissement de 5 ans. C'est un traitement d'une dureté extrême pour une simple expiration de visa ? Mais pourquoi investir autant de ressources fédérales pour traquer et détenir un étudiant qui essayait de partir de lui-même ? C'est là qu'il faut comprendre la méthode de l'essai sous cette administration. Les experts parlent carrément de rafle pour faire du chiffre. Donc c'est juste des quotas, hein ? Essentiellement, oui. La priorité n'est plus ciblée sur les criminels dangereux, ce qui demanderaient des enquêtes longues et coûteuses. L'objectif, c'est de gonfler les statistiques d'arrestation et d'expulsion pour satisfaire la base électorale. Julien n'était pas une menace, il était juste une statistique facile à comptabiliser. C'est terrifiant, mais en plus, cette politique du chiffre se heurte à la réalité du terrain. Les secteurs de l'agriculture ou des paysagistes manquent cruellement de main-d'œuvre. C'est le grand paradoxe. Une partie de la base électorale souffre directement de ces expulsions. Et au niveau logistique, c'est aussi un échec. L'ICE a besoin des polices locales pour opérer. Et ça se passe mal, hein. Très mal par endroits. Les sources prennent l'exemple de Minneapolis. Les interventions fédérales y étaient tellement chaotiques que le soi-disant tsar de l'immigration a dû ordonner le retrait pur et simple de l'ICE et de la police des frontières de la ville. Ah oui, un vrai aveu de faiblesse. Exactement. Face à l'incompétence de la gestion locale, ils ont dû reculer. Alors justement, cette idée de projeter une image de contrôle absolu tout en gérant un chaos interne, ça nous amène à un sujet brûlant que le discours a totalement esquivé, le silence autour de l'affaire Epstein. Un silence qui a fait beaucoup de bruit paradoxalement. Surtout que l'opposition portait des badges dans la salle pour exiger la publication des informations manquantes.
Et pour cause, on apprend que 53 pages extrêmement sensibles concernant le président ont disparu des dossiers du département de la justice. Des pages cruciaux, oui. On parle de 3 interrogatoires menés par le FBI en 2019, avec une femme qui l'accuse d'agression sexuelle alors qu'elle avait entre 13 et 15 ans. C'est un scandale institutionnel majeur de voir de tels documents s'évaporer. Et c'est là que je bloque en lisant nos sources. Le gouvernement a fini par publier de manière chaotique 1 million de pages liées à l'affaire. 1 million! Mais il manque ces 53 pages. Est-ce que c'est juste un département de la justice désorganisé ou c'est une dissimulation flagrante? Alors, publier 1 million de pages pour cacher quelque chose, ça peut sembler contre-productif si on pense en termes de relations publiques classiques. Bah oui, ça attire l'attention sur le dossier. Sauf qu'ici, on est face à une stratégie bien particulière, théorisée par Steve Bannon. Ça s'appelle « inonder la zone ». Inonder la zone. Comment ça marche? Le principe, c'est de publier un flux massif de documents sans aucun tri. Dedans, vous avez de vrais faits, mais aussi des milliers de fausses pistes, genre des courriels absurdes déséquilibrés. Ça noie l'information pertinente. Exactement. Ça sature l'espace médiatique. Les journalistes sérieux mettent des mois à trier, pendant que les complotistes s'emparent des trucs les plus fous. Le public finit par être complètement épuisé et par douter de tout. Et l'absence de nos 53 pages passe presque inaperçue dans ce chaos. C'est cynique au possible, surtout quand on regarde l'entourage du président. Son ministre du Commerce, assis au premier rang du discours, a dû admettre qu'il était allé sur l'île d'Epstein avec ses enfants. Et ça, après la première condamnation d'Epstein. C'est fou! Et pendant son premier mandat, le président avait même nommé Acosta au gouvernement, le procureur qui avait offert un accord de clémence incroyable à Epstein. Toutes ces connexions détruisent la confiance du public. Ça valide les pires théories du complot sur les élites, et ça fragilise la démocratie de l'intérieur. Et cette doctrine, ce populisme basé sur le chaos et la création d'une réalité alternative, il s'exporte maintenant sur la scène internationale, et de manière assez explosive, avec l'Iran. Oui, la partie politique étrangère du discours a marqué un vrai tournant. Le président accuse Téhéran de développer des missiles capables d'atteindre l'Europe et bientôt les États-Unis. Ce qui est dingue, c'est que ça arrive à peine 8 mois après que les Américains ont bombardé leur centrale nucléaire. C'est une escalade fulgurante. Et on assiste à un déploiement militaire massif. Des dizaines de navires, des avions et carrément l'envoi du plus grand porte-avions du monde, le Gerald Ford, dans le golfe Persique. Un niveau de mobilisation inédit depuis la guerre en Irak de 2003. Avec un ultimatum de 10 à 15 jours, en plus. L'Iran a d'ailleurs répliqué en comparant le président à Goebbels. L'ambiance est excellente. Le parallèle avec 2003 est inévitable. La rhétorique du genre « je ne laisserai pas le régime se doter de l'arme nucléaire », c'est du copier-coller de George W. Bush. Mais il y a une différence majeure aujourd'hui. Laquelle? Le Congrès n'a absolument pas été consulté. L'exécutif y va seul. Mais est-ce qu'ils ont vraiment les moyens de faire une guerre pareille en ce moment? C'est là que ça coince en interne. Même le général Don Kane, chef d'état-major interarmé, qui est pourtant un pro-Trump idéologique, s'est inquiété publiquement. De quoi exactement? Du manque de ressources et de munitions pour soutenir une guerre longue. Le président a essayé de démentir, mais l'état-major freine des 4 fers. Donc si l'armée dit elle-même que c'est risqué, quel est le but? On va pas déclencher tout ça juste pour faire peur plus qu'au train. Le but inavoué pourrait être exactement ça. L'Iran est résilient. Le régime va pas tomber avec quelques frappes aériennes, ce que les militaires appellent de façon très cynique « tondre le gazon ». Donc c'est quoi le plan final? Les analystes pensent que l'objectif de Trump, c'est de faire une telle démonstration de force qu'il obligera l'Iran à signer un accord diplomatique. Un nouvel accord sur le nucléaire? Oui, et l'ironie, c'est que ce serait un accord très très similaire à celui de 2015, qu'il avait lui-même déchiré avec fracas lors de son premier mandat. Ah ouais, la boucle est bouclée. On risque un conflit mondial pour revenir au point de départ. C'est la politique du bord du gouffre. Bon, pour synthétiser un peu tous ces éléments qu'on a analysés aujourd'hui, on a un discours de l'âge d'or qui masque très mal une réalité économique difficile pour les ménages. On a des fractures institutionnelles inédites avec cette guerre contre la Cour suprême. On a une politique migratoire qui frôle le chaos logistique et humain. Saison d'ombre très très inquiétante de l'affaire Epstein. Et pour couronner le tout, une diplomatie
explosive avec l'Iran. Ah, tableau bien rempli, c'est clair. Et derrière le spectacle politique, ce qu'il faut retenir, c'est que l'enjeu direct, c'est la stabilité de nos institutions démocratiques. C'est le respect des faits face à cette stratégie de saturation, et c'est carrément le risque de déclenchement de conflits mondiaux. C'est pour ça qu'il faut toujours revenir aux sources et aux faits. Absolument. Ce qui m'amène à une dernière pensée, vraiment une question ouverte pour notre public, née de cette exploration. Si un dirigeant réussit à transformer la fonction présidentielle en une sorte de télé-réalité perpétuelle où les faits alternatifs remplacent le bilan réel, Ouais. est-ce que le danger principal, c'est le dirigeant lui-même, ou bien est-ce que c'est le fait que les électeurs finissent par s'habituer à cette réalité alternative au point de même plus exiger la vérité de la part de leur futur leader? C'est la grande question de notre époque. L'accoutumance au chaos. Voilà, une réflexion à garder en tête. Merci à notre auditoire de nous avoir suivis dans cette analyse approfondie. Prenez soin de vous, restez curieux et on se retrouve très vite pour de nouvelles lignes de front.